Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilibre, livre audio. Suite. Messieurs, dit Vautrin, Madame la Présidente nous rappelle à l'ordre. Madame Couture et Mademoiselle Victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins, mais respectez l'innocence du Père Goriot. Je vous propose une petite bouteillorama de vin de Bordeaux, que le nom de Laffitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. Allons, Chinois, dit-il en regardant Christophe qui ne bougea pas. Ici, Christophe. Comment, tu n'entends pas ton nom? Chinois, amène les liquides. Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. Après avoir rempli le verre d'Eugène et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta, pendant que ses deux voisins buvaient, et tout à coup il fit une grimace. Diable, diable, il sent le bouchon. Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais, nous sommes 16, descends 8 bouteilles. Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je paye 100 de marron. Oh oh, ouh, preux. Chacun poussa des exclamations qui partirent comme des fusées d'une girandole. Allons, maman Vauquier, deux de champagne, lui cria Vautrin. Qu'un que c'est cela. Pourquoi pas demander la maison? 2 de champagne. Mais ça coûte 1200 francs, je ne les gagne pas, non? Mais si monsieur Eugène veut les payer, j'offre du cassis. V'là son cassis qui purge comme de la manne, dit l'étudiant en médecine à voix basse. Veux-tu te taire, Bianchon? S'écria Rastignac. Je ne veux pas entendre parler de manne sans que le cœur. Oui, va pour le vin de champagne, je le paye, ajouta l'étudiant. Sylvie, dit madame Vauquier, donnez les biscuits et les petits gâteaux. Vos petits gâteaux sont trop grands, dit Vautrin, ils ont de la barbe. Mais quant aux biscuits, à bouler. En un moment, le vin de Bordeaux circula, les convives s'animèrent, la gaieté redoubla. Ce fut des rires féroces, au milieu desquels éclatèrent quelques imitations de diverses voix d'animaux. L'employé au muséum s'étant avisé de reproduire un cri de Paris qui avait de l'analogie avec le miaulement du chat amoureux. Aussitôt, 8 voix beuglèrent simultanément les phrases suivantes. À repasser les couteaux. Monron pour les petits oiseaux. Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir. À raccommoder la faïence. À la barque, à la barque. Battez vos femmes, vos habits, vieux galons, vieux chapeaux à vendre. À la cerise, à la douce. La palme fut à Bianchon pour l'accent nasillard avec lequel il s'écria « Marchand de parapluies !» En quelques instants, ce fut un tapage à casser la tête, une conversation pleine de coq à l'âne, un véritable opéra que Vautrin conduisait comme un chef d'orchestre, en surveillant Eugène et le père Goriot, qui semblaient ivres déjà. Le dos appuyé sur leur chaise, tous deux contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air grave. En buvant peu, tous deux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à faire pendant la soirée, et néanmoins, ils se sentaient incapables de se lever. Vautrin, qui suivait les changements de leur physionomie en leur lançant des regards de côté, saisit le moment où leurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se fermer, pour se pencher à l'oreille de Rastignac et lui dire « Mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusés pour lutter avec notre papa Vautrin, et il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j'ai résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort pour me barrer le passage. Ah, nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écolier. Le four est chaud, la farine est pétrie, le pain est sur la pelle. Demain, nous en ferons sauter les miettes par-dessus notre tête en y mordant. Et nous empêcherions d'enfourner? Non, non, tout cuira. Si nous avons quelques petits remords, la digestion les emportera. Pendant que nous dormirons notre petit somme, le colonel comte Franchessini vous ouvrira la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée. En héritant de son frère, Victorine aura 15 petits 1000 francs de rente. J'ai déjà pris des renseignements et sais que la succession de la mère monte à plus de 300 000. Eugène entendait ces paroles sans pouvoir y répondre. Il sentait sa langue collée à son palais.
et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Il ne voyait déjà plus la table et les figures des convives qu'à travers un brouillard lumineux. Bientôt, le bruit s'apaisa. Les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que madame Vauquer, madame Couture, mademoiselle Victorine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, madame Vauquer occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes de manière à en faire des bouteilles pleines. Ah, sont-ils fous, sont-ils jeunes, disait la veuve. Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène. Il n'y a que monsieur Vautrin pour faire de ces farces-là, dit Sylvie. Allons, voilà Christophe qui ronfle comme une toupie. Adieu, maman, dit Vautrin. Je vais au boulevard admirer monsieur Marty dans le Mont Sauvage, une grande pièce tirée du solitaire. Si vous voulez, je vous y mène, ainsi que ces dames. Je vous remercie, dit madame Couture. Comment, ma voisine s'écria madame Vauquer, vous refusez de voir une pièce prise dans le solitaire, un ouvrage fait par Atala de Chateaubriand, et que nous aimions tant à lire, qui est si joli, que nous pleurions comme des madeleines d'Élodie sous les tilleuls l'été dernier. Enfin, un ouvrage moral, qui peut être susceptible d'instruire votre demoiselle. Il nous est défendu d'aller à la comédie, répondit Victorine. Allons, les voilà partis, ceux-là, dit Vautrin, en remuant d'une manière comique la tête du père Goriot et celle d'Eugène. En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise pour qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleureusement au front, en chantant « Dormez, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours. »« J'ai peur qu'il ne soit malade, dit Victorine. »« Restez à le soigner alors, reprit Vautrin. C'est lui, souffla-t-il à l'oreille, votre devoir de femme soumise. Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. Enfin, dit-il à haute voix, ils furent considérés dans tout le pays, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment finissent tous les romans d'amour. Allons, maman, dit-il en se tournant vers madame Vauquer, qui l'étreignit. Mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller chercher un fiacre soi-même. Et il partit en chantant. Soleil, soleil, divin soleil, toi qui fais mûrir les citrouilles. Mon Dieu, dites donc, madame Couture, cet homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits. Allons, dit-elle, en se tournant vers le vermicelier. Voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nulle part, lui. Mais il va tomber par terre, mon Dieu. C'est-il indécent à un homme d'âge de perdre la raison? Vous me direz qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas. Sylvie, montez-le donc chez lui. Sylvie prit le bonhomme par-dessous le bras, le fit marcher et le jeta tout habillé comme un paquet au travers de son lit. Pauvre jeune homme, disait madame Couture en écartant les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux. Il est comme une jeune fille. Il ne sait pas ce que c'est qu'un excès. Ah, je peux bien dire que depuis 31 ans que je tiens ma pension, dit madame Vauquer, il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que monsieur Eugène. Est-il beau quand il dort? Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, madame Couture. Bah, il tombe sur celle de mademoiselle Victorine. Il y a un Dieu pour les enfants. Encore un peu. Il se fendait la tête sur la pomme de la chaise. À eux deux, ils feraient un bien joli couple. Ma voisine, taisez-vous donc, s'écria madame Couture. Vous dites des choses. Bah, fit madame Vauquer, il n'entend pas. Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon grand corset. Ah bien, votre grand corset, après avoir dîné, madame, dit Sylvie. Non, cherchez quelqu'un pour vous serrer. Ce ne sera pas moi qui serai votre assassin. Vous commettriez là une imprudence à vous coûter la vie. Ça m'est égal. Il faut faire honneur à monsieur Vautrin. Vous aimez donc vos héritiers. Allons, Sylvie, pas de raison, dit la veuve, en s'en allant. À son âge, dit la cuisinière, en montrant sa maîtresse à Victorine. Madame Couture et sa pupille, sur l'épaule de laquelle dormait Eugène, restèrent seuls dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant. Heureuse de pouvoir se permettre un de ces actes de charité par lesquels s'épanchent tous les sentiments de la jeune femme
et qui lui faisait sans crime sentir le cœur du jeune homme battant sur le sien, Victorine avait dans la physionomie quelque chose de maternellement protecteur, qui la rendait fière. À travers les 1000 pensées qui s'élevaient dans son cœur, perçait un tumultueux mouvement de volupté qu'excitait l'échange d'une jeune et pure chaleur. Pauvre chère fille, dit madame Couture en lui pressant la main. La vieille dame admirait cette candide et souffrante figure sur laquelle était descendue l'auréole du bonheur. Victorine ressemblait à l'une de ces naïves peintures du Moyen Âge dans lesquelles tous les accessoires sont négligés par l'artiste, qui a réservé la magie d'un pinceau calme et fier pour la figure jaune de ton, mais où le ciel semble se refléter avec ses teintes d'or. Il n'a pourtant pas bu plus de 2 verres, maman, dit Victorine en passant ses doigts dans la chevelure d'Eugène. Mais si c'était un débauché, ma fille, il aurait porté le vin comme tous ces autres. Son ivresse fait son éloge. Le bruit d'une voiture retentit dans la rue. Maman, dit la jeune fille, voici monsieur Vautrin. Prenez donc monsieur Eugène. Je ne voudrais pas être vue ainsi par cet homme. Il a des expressions qui salissent l'âme, et des regards qui gênent une femme comme si on lui enlevait sa robe. Non, dit madame Couture, tu te trompes. Monsieur Vautrin est un brave homme, un peu dans le genre du défunt monsieur Couture, brusque mais bon, un bourru bienfaisant.